Rick Sanchez peut sembler n'être qu'un ivrogne cynique avec un pistolet portail, mais il y a bien plus à découvrir chez lui. Derrière le sarcasme et les inventions de génie se cache un homme fait de chagrin, de rage et d'un besoin désespéré de devancer la douleur. Rick voyage à travers les réalités comme si de rien n'était, mais en fait, il fuit. De chaque version de la vérité qu'il ne peut affronter, des personnes qu'il a blessées, de lui-même. Bienvenue au fait. Je t'ai créé. Pour vraiment comprendre le C-137 de Rick, nous devons aller au-delà des phrases d'accroche et du chaos. Nous devons examiner les pertes qui l'ont brisé, le pouvoir qui l'isole et les relations qu'il ne parvient pas à détruire malgré tous ses efforts. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer chaque version de Rick expliquée, alors prenez votre fiole, recalibrez votre pistolet portail et penchons-nous sur l'histoire de Rick Sanchez. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Rick C-137 commence en tant que génie déjà brisé. Avant de le voir vivre de grandes aventures à travers des réalités infinies, il est ce vieil homme ivre qui traite le dîner de famille comme une prise d'otage. Ce garage est sa forteresse, son laboratoire, son coin de banlieue personnel où il fabrique des armes de destruction massive et appelle ça un mardi après-midi. C'est Rick C-137, notre Rick principal, celui que l'on suit à travers chaque saison. C'est le Rick qui a tout perdu et a décidé que l'univers lui devait réparation. Ses journées suivent le même schéma toxique. Se réveiller avec la gueule de bois, s'emparer de plus d'alcool, se moquer de l'existence de Jerry, puis disparaître dans son atelier pendant que la famille débat de l'envoyer en maison de retraite. Il n'apparaît que pour arracher Morty à l'école pour une expérience qui pourrait les tuer tous les deux. Nous avons un premier aperçu de la routine tordue de Rick C-137 dans la saison 1, épisode 1, le pilote. Au milieu de la nuit, Rick entre dans la chambre de Morty, complètement ivre, divagant sur la destruction de toute l'humanité. Il a bricolé ce piège mortel volant et veut récupérer Jessica pour qu'elle et Morty puissent relancer la civilisation après qu'il ait atomisé tout le monde. Quand Morty riposte, Rick prétend soudainement que tout cela n'était qu'un test pour rendre son petit-fils plus affirmé. Puis il s'évanouit pendant que sa bombe à neutrinos s'arme en arrière-plan. Cette scène révèle tout sur la façon dont Rick C-137 opère. Il crée des scénarios apocalyptiques, prétend que ce sont des expériences éducatives, puis les abandonne lorsqu'on le démasque ou redouble d'efforts jusqu'à ce que quelqu'un d'autre l'arrête. La menace de la bombe était probablement réelle jusqu'à ce que Morty le force à reculer. Le Rick que nous connaissons, c'est le chaos maximal enrobé de leçons condescendantes. Le schéma se répète lorsque Rick C-137 traîne Morty dans la dimension 35C pour des méga-graines. Rick prononce ce discours inspirant sur la façon de vaincre la peur et de foncer tête baissée vers le danger. Puis un monstre extraterrestre apparaît et il hurle immédiatement à la mort imminente et à quel point il n'a jamais rien rencontré d'aussi terrifiant. Un comportement typique de Rick C-137. Faites-vous passer pour l'expert, paniquez quand la réalité vous contredit, puis agissez comme si la panique était stratégique. La gestion de la mission Mégagraine par Rick C-137 révèle son mode opératoire habituel. Morty se brise les deux jambes parce que Rick a oublié de mentionner que les bottes antigravité devaient être activées. Au lieu d'assumer ses responsabilités, notre Rick nous fait la leçon sur les protocoles d'équipement, puis disparaît par un portail pour aller chercher du sérum de guérison dans une dimension future. Il revient, rafistole Morty comme si de rien n'était, et le remet immédiatement au travail pour récolter des fruits. Aux douanes interdimensionnelles, Rick C-137 force Morty à faire passer les graines en interne car le corps de Rick est trop expérimenté pour le travail. Lorsque la sécurité les attrape, Rick dit à Morty de tirer sur les gardes parce que ce ne sont que des robots. Ce ne sont pas des robots, ce sont des douaniers, mais notre Rick ne respecte tout simplement pas les figures d'autorité. Sa vision du monde réduit tout le monde à des atouts utiles ou à des obstacles gênants. L'épisode se termine avec Rick C-137 admettant que ses affirmations selon lesquelles les aventures rendaient Morty plus intelligent étaient de la pure fiction. L'intelligence temporaire provenait de méga-graines se dissolvant dans le système digestif de Morty. Tandis que son petit-fils convulse et perd le contrôle de ses mouvements, Rick se tient au-dessus de lui, planifiant avec enthousiasme de futures expéditions. Rick et Morty pour toujours et à jamais, 100 ans, déclare-t-il alors que Morty roule sur le sol du garage. La saison 1, épisode 6, Rick Potion numéro 9, montre exactement comment le Rick C-137 gère les problèmes dans sa vie normale. Morty demande une potion d'amour pour Jessica. Rick dit que c'est indigne de lui, mais il en crée un quand même en utilisant de l'ADN de campagnol, car les campagnols s'accouplent pour la vie. Il lui tend le sérum comme s'il était généreux, puis mentionne négligemment, après le départ de Morty, que des complications grippales pourraient survenir. Il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit, ni d'effet secondaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis, un imposteur? Fais-toi plaisir, Morty. C'est infaillible.
à moins qu'elle n'ait la grippe. Jessica a la grippe. La potion se répand dans le bal de l'école et soudain, tout le monde veut Morty romantiquement. La solution de Rick, c'est un antidote utilisant la génétique de la menthe religieuse, car les menthes sont l'opposé des campagnols. Ils s'accouplent une fois, puis tuent leur partenaire. Maintenant, tout le monde veut à la fois de la romance et du cannibalisme avec Morty. La troisième tentative de notre Rick mélange l'ADN de 7 espèces différentes, dont le koala, le requin et le dinosaure. Lorsque Morty demande comment cela crée des humains normaux, le C-137 de Rick explose. Vous voulez que je vous montre mes calculs? Es-tu le scientifique ou l'enfant qui essaie de se faire baiser? Le résultat transforme la population terrestre en monstres de chair grotesque que Rick nomme Cronenbergs. Voici ce qui rend le monde de Rick C-37 si perturbant. Il ne résout jamais rien en fait. Lorsque la planète entière devient invivable, la solution de notre Rick consiste à trouver une dimension où il a tout réparé, mais est mort accidentellement. Ils enterrent leur corps alternatif dans le jardin et assument la vie de leurs défunts eux-mêmes. Problème effacé, façon Rick C-37. Cela devient crucial plus tard, car Rick C-37 et Morty sont désormais techniquement les seuls personnages originaux que nous suivons. La famille avec laquelle ils vivent appartient aux Rick et Morty morts qu'ils ont remplacés. Notre Rick fait cette routine d'échange de dimensions depuis des années, abandonnant les réalités chaque fois que ses erreurs s'accumulent trop. Mais voilà le truc. C-137 n'est pas le seul Rick qui existe. Loin de là. Il y a des Ricks qui ont trahi, des Ricks qui se sont rebellés, et des Ricks qui ont formé des gouvernements. Nous parlerons de ces Ricks plus tard, et croyez-moi, ils font passer C-137 pour presque normal. Si tu trouves ce Rick mauvais, attends de rencontrer les autres. L'existence quotidienne de Rick C-37 repose sur une faillite morale totale. Il génère des catastrophes, les aggrave par des expérimentations arrogantes, puis échappe à toute responsabilité en abandonnant des réalités entières. Le garage encombré, la boisson constante, le mépris familial, tout cela n'a qu'une seule fonction. Notre Rick a construit un mode de vie où les conséquences ne s'attachent jamais, car l'infinité des dimensions signifie une infinité de voies d'évasion. Sa routine repose sur la mythologie, selon laquelle l'intelligence supérieure justifie toute action. Mais examinez-la de près, et la fondation s'effondre. Rick C-37 a besoin de Morty comme acolyte inconditionnel qui ne remet jamais en question ses méthodes. Il a besoin d'une famille qui lui offre de la stabilité tout en tolérant ses destructions. Il a soif de problèmes à résoudre pour pouvoir démontrer son génie, même lorsqu'il crée lui-même ses problèmes. À l'heure actuelle, ce système fonctionne parfaitement pour Rick. Le garage reste équipé de technologies extraterrestres volées. Morty continue de le suivre vers le danger. La famille de substitution continue de l'accueillir malgré les dommages collatéraux. L'identité de notre Rick tourne autour du fait d'échapper aux conséquences grâce au voyage dimensionnel. Mais un jour, il se retrouvera face à une situation que même ces voyages interunivers ne pourront résoudre. Et quand cela arrivera, nous découvrirons ce que le C-37 de Rick devient vraiment quand fuir n'est plus une option. Rick C-37 vit désormais sans conséquences, mais tout a commencé par un choix qui a ruiné sa vie pour toujours. Rick le Curieux reçoit une visite qui change tout, et sa réaction ruine sa vie à jamais. La saison 3, épisode 1, Rick Fuge de Rick, nous montre le moment exact où le monde de Rick est bouleversé par une seule conversation qui dure peut-être 2 minutes mais détruit des décennies de bonheur. Rick Prime apparaît par un portail comme s'il était chez lui, traitant immédiatement le jeune Rick comme de vieux amis. Il commence par un « Tiens, si ce n'est pas nous », comme s'il rencontrait une autre version de lui-même dans un café. Mais Rick Prime lâche ensuite la bombe qui change tout. Il explique que le jeune Rick est en fait en retard en matière de réalisation scientifique. Vous savez, le pire dans l'invention de la téléportation? Soudain, vous pouvez voyager dans toute la galaxie. Et la première chose que vous apprenez, c'est que vous êtes le dernier à avoir inventé la téléportation. Rick Prime prononce cette phrase comme s'il partageait une blague d'initié, mais il est en fait en train de briser toute la vision du monde du jeune Rick. Tout ce que le jeune Rick pensait le rendait spécial. Son intelligence, ses réalisations scientifiques, ses progrès en téléportation s'avèrent ordinaires à travers une infinité de réalités. Rick C-37 fait alors sa proposition, et elle est absolument incroyable. Il offre au jeune Rick une technologie de portail qui ferait de lui l'être le plus intelligent de tous les univers imaginables. Le Rick infini, un dieu. Il dépeint cette image d'un pouvoir illimité, où Rick pourrait faire tout ce qu'il veut, puis sauter vers une chronologie où il ne l'a jamais fait. Liberté totale de conséquences, savoir infini, puissance illimitée à travers toutes les réalités. La façon dont Rick Prime vend cette opportunité est brillante et terrifiante. Il fait directement appel à la curiosité scientifique du jeune Rick et à son désir d'importance. Au lieu d'être l'homme le plus intelligent d'une planète, Rick pourrait devenir l'être le plus intelligent à travers des univers infinis.
Au lieu d'être limité par les lois de la physique d'une seule réalité, il pouvait transcender toutes les limitations existantes. Mais Rick Prime révèle aussi quelque chose de plus sombre à propos de l'offre. Il parle d'avoir une infinité de soi et le décrit comme une fête ininterrompue où tous les invités sont la seule personne que nous aimons. L'isolement inhérent à cette offre est stupéfiant. Rick Prime dit en substance qu'une fois que l'on devient un être infini, les autres cessent d'avoir de l'importance car ils ne sont que des variations de schémas déjà vus. Le jeune Rick écoute tout ce discours et sa réponse est immédiate et dévastatrice. Ça a l'air solitaire. C'est tout. Deux mots qui rejettent complètement tout ce que Rick Prime vient d'offrir. Le jeune Rick identifie le problème fondamental du pouvoir infini. Cela vous éloigne d'une véritable connexion humaine. Il voit à travers l'attrait de la divinité le vide qui se cache en dessous. Réponse. Seul. Mec, tu t'es bien eu. Vaut-moi infini. Il ne comprend pas pourquoi quelqu'un choisirait la limitation plutôt qu'un pouvoir illimité. L'idée qu'une connexion avec d'autres personnes puisse être plus précieuse que la connaissance ultime ne fait vraiment aucun sens pour Rick Prime. Il a déjà perdu la capacité de voir les autres êtres comme réels. Quand le jeune Rick dit « Eh passe », oui, le rejet désinvolte frappe Rick Prime comme une gifle. « Excusez-moi, mon gars, les Ricks ne laissent pas passer ça. Pour qui vous prenez-vous » La réaction de Rick Prime révèle qu'il n'a jamais rencontré de Rick qui refuserait cette offre. Le multivers est apparemment rempli de Ricks qui ont choisi le pouvoir plutôt que le lien, rendant le refus du jeune Rick vraiment choquant. Le jeune Rick redouble son refus en se présentant comme un Rick différent. Il rejette explicitement l'idée que tous les Ricks sont identiques, qu'ils veulent tous les mêmes choses, qu'ils font tous les mêmes choix, qu'ils font tous les mêmes choix. Cette version de Rick a trouvé quelque chose de plus précieux que la connaissance infinie, une vie qui vaut la peine d'être vécue dans une réalité avec des gens qui comptent pour lui. La réponse de Rick Prime à ce refus est immédiate et brutale. Eh bien, nous verrons combien de temps cela dure. La menace est à peine voilée. Rick Prime vient d'apprendre que le jeune Rick valorise sa famille plus que le pouvoir, ce qui signifie qu'il sait exactement comment le blesser. L'offre était en réalité un test, et le jeune Rick a échoué en choisissant l'amour plutôt que l'ambition. La conversation se termine avec la disparition de Rick Prime, mais le mal est déjà fait. Il a identifié la faiblesse du jeune Rick, son attachement à sa famille, et il va l'exploiter. La bombe qui tue Diane et Beth explose immédiatement après cette conversation. Montrant que le véritable message de Rick Prime était ce qui rend cette séquence si dévastatrice, c'est la façon dont Rick Prime fonctionne à la fois comme messager et destructeur. Il lui offre l'opportunité qui aurait pu élever le jeune Rick au rang de Dieu. Mais lorsque Rick refuse d'abandonner son humanité, Rick Prime lui retire la chose même qui l'a poussé à choisir l'humanité. L'offre devient un piège conçu pour détruire quiconque choisit différemment. Le refus du jeune Rick révèle également la tragédie centrale de son personnage. Il a eu raison de refuser l'offre. Choisir sa famille plutôt qu'une puissance infinie était la décision moralement juste. Mais l'univers l'a puni d'avoir fait le bon choix en lui ôtant tout ce qui rendait ce choix valable. Rick Prime a essentiellement prouvé que les gens bien ne peuvent pas survivre dans un multivers rempli de Ricks infinis. La conversation met en place toute la série, car elle établit Rick Prime comme la force qui a détruit la capacité du jeune Rick à choisir l'amour plutôt que le pouvoir. Toutes les horreurs commises par Rick au cours de la série découlent de ce moment où il a appris que refuser de devenir un monstre entraînait la mort de ceux qu'il aimait. Rick Prime n'a pas seulement offert la technologie des portails, il a offert une leçon sur le fonctionnement réel du multivers, et le jeune Rick l'a apprise à ses dépens. Rick a renoncé au pouvoir pour rester humain et en a été puni. Mais plus tard, il rencontre une version de lui-même qui lui montre qu'il n'avait pas besoin de devenir cruel pour rester fort. Quand tout commence à s'écrouler, quand 6 jours d'aventure vous laissent tremblant, quand vos mains tremblent de traumatisme et que même votre propre petit-fils vous regarde comme si vous étiez le problème, que faites-vous ? Si vous êtes Rick Sanchez, vous admettez enfin que vous avez besoin d'aide. Mais que se passe-t-il lorsque cette aide vient de vous-même ? Que se passe-t-il lorsque la personne qui vous montre comment vous améliorer est littéralement une meilleure version de vous-même ? C'est exactement ce qui se passe dans la saison 3, épisode 6, intitulé « Repos et Rick Laxachan ». Après une aventure brutale de 6 jours qui laisse Rick et Morty complètement épuisés, ils décident de visiter un spa extraterrestre. Les mains de Rick tremblent de façon incontrôlable. Morty fond en larmes. Pour la première fois, Rick admet qu'il se déteste peut-être et pense mériter de mourir. Au spa, elles essaient une machine de détoxification qui est censée éliminer toutes les toxines. La machine fonctionne, mais de la manière la plus tordue qui soit. Ils séparent littéralement leurs traits toxiques de leurs traits sains, créant 4 personnes distinctes. Rick sain, Rick toxique, Morty sain et Morty toxique. C'est là que les choses deviennent fascinantes. Un Rick en bonne santé devient tout ce que nous ignorions qu'il pouvait être. Il est compréhensif, émotionnellement mature et vraiment attentionné.
Lorsqu'il blesse accidentellement les sentiments de quelqu'un au spa, il s'excuse sincèrement et assume la responsabilité. Il dit à Morty qu'il est fier d'être son grand-père. Il utilise son génie pour résoudre des problèmes de manière positive au lieu de détruire. Cette version de Rick, Rick en bonne santé, nous montre à quoi pourrait ressembler le mentorat s'il venait d'un lieu de bien-être au lieu du dysfonctionnement. Rick en pleine forme encourage Morty à courtiser Jessica avec assurance. Il le valorise au lieu de le démolir. Il fait preuve d'une intelligence émotionnelle et d'un raisonnement moral qui font totalement défaut au Rick habituel. Mais l'épisode devient vraiment complexe quand on voit ce que la machine a considéré comme toxique chez Rick. Rick toxique contient tous les traits que nous associons habituellement à Rick. Le génie, la confiance, la volonté de prendre des décisions difficiles. Mais il a aussi le mensonge, la manipulation, le complexe de Dieu et le besoin désespéré de tout contrôler. La vérité controversée que cet épisode révèle est que la toxicité de Rick pourrait être inséparable de son efficacité. Rick en bonne santé est gentil et encourageant, mais il devient aussi passif face à un réel danger. Lorsque Toxic Rick menace de rendre le monde entier toxique, Healthy Rick refuse d'abord d'intervenir, affirmant qu'ils n'ont pas le droit de choisir quels mondes doivent être sauvés. Rick Toxic, quant à lui, représente tout ce qui ne va pas dans l'approche habituelle de Rick en matière de relations. Il est désespéré de fusionner à nouveau avec sa moitié saine, mais seulement parce qu'il a besoin de cette partie de lui-même pour fonctionner. Il est contrôlant, manipulateur et entièrement dépendant de son pouvoir sur Morty. Lorsqu'il est séparé de ses traits sains, son génie devient purement destructeur. L'épisode nous montre que la personnalité normale de Rick est une combinaison de ces extrêmes. Son intelligence s'accompagne d'arrogance. Sa capacité à prendre des décisions difficiles s'accompagne d'un détachement émotionnel. Ses instincts de survie s'accompagnent de cruauté et d'égoïsme. Ce qui rend cette histoire brillante, c'est la façon dont elle explore la nature de la croissance personnelle. Rick en bonne santé représente la personne que Rick pourrait devenir s'il travaillait sur lui-même. Il fait preuve de patience, d'empathie et d'une véritable sollicitude envers les autres. Il assume la responsabilité de ses actes et essaie de se racheter lorsqu'il blesse des gens. Mais l'épisode suggère également que ce genre de changement radical pourrait avoir un coût. Un Rick en bonne santé perd une partie de son mordant, sa volonté de faire tout ce qu'il faut pour survivre et protéger sa famille. Quand le vrai danger arrive, il hésite à agir car sa boussole morale pointe vers la non-ingérence. Le dénouement révèle quelque chose de crucial sur la façon dont le changement opère réellement. Rick ne peut vaincre Toxic Rick qu'en comprenant ce que sa moitié toxique valorise réellement. Malgré toutes ses affirmations d'être supérieur et indépendant, Rick Toxic se soucie profondément de Morty Toxic. Rick utilise ses connaissances pour forcer la fusion, tirant sur Morty Toxic avec un virus qui le tuera à moins que Rick Toxic n'accepte de se réunir. Ce moment montre que même les pires traits de Rick proviennent de quelque chose de réel. Sa toxicité inclut son attachement aux gens, son besoin irrationnel de protéger ceux qu'il aime, même quand cela leur fait du mal. La machine a jugé ses sentiments toxiques parce que Rick lui-même considère l'attachement émotionnel comme une faiblesse. Rick Toxic révèle qu'il est piégé dans le cerveau de Rick depuis 70 ans, suggérant que ces schémas destructeurs se sont développés pendant des décennies. Il représente toute la douleur, la colère et les mécanismes de défense accumulés de Rick. Mais même Rick Toxic montre une affection sincère pour Morty Toxic, prouvant que la capacité d'aimer de Rick existe même dans sa pire forme. Rick Saint, en revanche, montre ce que Rick pourrait accomplir s'il canalisait son génie à travers la gentillesse au lieu de la cruauté. Il est toujours brillant, toujours capable, mais il utilise ses capacités pour élever les autres plutôt que de les rabaisser. Il montre un intérêt sincère pour le bonheur et l'épanouissement de Morty. À la fin de l'épisode, Rick a retrouvé son état normal, un mélange complexe de traits sains et toxiques. Mais quelque chose a changé. Il a fait l'expérience de ce que l'on ressent quand on est en parfaite santé, et cette connaissance l'habite. Il a aussi vu ce à quoi ressemble sa toxicité lorsqu'elle opère seule, et cette prise de conscience compte aussi. L'épisode suggère qu'une véritable croissance pourrait venir de la compréhension des deux facettes de nous-mêmes. Rick Saint d'esprit sert de guide à ce que Rick pourrait devenir, mais l'épisode indique clairement que la voie à suivre implique l'intégration, les deux versions travaillant ensemble plutôt que l'élimination de l'une ou de l'autre. Toxic Rick et Healthy Rick nous montrent ensemble que le mentorat vient parfois de l'intérieur, des parties de nous-mêmes que nous gardons enfouies sous des couches de blessures et de comportements défensifs. Rick Saint prouve que Rick est capable d'être encourageant, de soutenir et d'être émotionnellement intelligent. Rick Toxic montre que même ses pires comportements proviennent de sentiments réels et d'attachements sincères. La vraie controverse ici est que l'épisode suggère que le comportement toxique de Rick pourrait être en partie un choix. Il a à la fois le Rick Saint et le Rick Toxic en lui. Il choisit généralement d'exprimer son côté toxique parce que cela lui semble plus sûr que la vulnérabilité. Après avoir entrevu une meilleure version de lui-même, Rick découvre que même la pire version de lui-même n'a jamais vraiment eu le contrôle, ce qui le pousse à craindre que lui non plus n'en ait pas.
Le monde de Rick était parfaitement logique jusqu'à ce qu'il s'écroule complètement. C'était la personne la plus intelligente de l'univers. Point final. Une famille, un Morty, une réalité où son génie régnait en maître. Son garage était son royaume et personne ne remettait en question le roi. Puis des Ricks armés ont défoncé sa porte pendant le petit déjeuner. Saison 1, épisode 10, rencontre du troisième Rick, traîne Rick à contre-cœur dans une réalité qu'il n'a jamais voulu affronter. 27 Ricks de différentes dimensions ont été assassinés, et le conseil des Ricks pense que notre Rick est le coupable. Il le traîne jusqu'à la citadelle des Ricks, cet immense quartier général où des milliers de variants de Rick ont formé leur propre gouvernement. Traverser cette citadelle détruit tout ce que Rick croyait savoir de lui-même. Il s'est toujours cru spécial, le seul vrai génie dans un univers rempli d'idiots. Mais soudain, il est entouré de Rick Cowboys, de Rick Robots, de Rick extraterrestres, chacun convaincu de sa propre intelligence. Rick réalise qu'il n'est peut-être qu'un visage parmi une foule infinie. Le conseil représente tout ce que Rick méprise en matière de sécurité et de compromis. Ces Ricks ont renoncé à leur indépendance parce qu'ils avaient peur. Ils ont formé un gouvernement pour se protéger des autres gouvernements. Ils ont choisi la sécurité plutôt que la liberté. Et Rick voit exactement à quel point cela les rend pathétiques. Mais leur existence force Rick à se poser des questions inconfortables. S'il y a une infinité de Ricks, qu'est-ce qui le rend spécial? Si d'autres versions de lui-même peuvent faire des choix différents, qu'est-ce que cela dit de ses propres décisions? Quand Rick s'échappe pour traquer le vrai tueur, il trouve Evil Rick opérant depuis un dôme couvert de Mortys torturés. Cette version prend tout ce que Rick représente et le pousse à l'horreur pure. Là où Rick utilise Morty comme camouflage parce que les ondes cérébrales de Morty cachent son génie, Rick Maléfique a créé une matrice de Morty souffrant dans le même but. Rick C-37 est l'incarnation de Rick sans la moindre once de compassion. Il torture des Morty parce que ça marche. Il tue d'autres Ricks parce qu'ils le gênent. C'est Rick, mais sans la douleur et la complexité, ne laissant qu'une froide efficacité. D'une certaine manière, cela le rend plus terrifiant que s'il était juste en colère ou triste. Mais les Mortys se rebellent et déchirent Evil Rick, révélant des fils dans son cerveau. Le Rick le plus maléfique du multivers était contrôlé par son Morty depuis le début. Rick Maléfique était en fait un Rick contrôlé. Evil Morty tirait les ficelles, dissimulé derrière un cache-œil, faisant danser la personne la plus intelligente de l'univers comme une marionnette. Cette révélation brise la compréhension de Rick en matière d'intelligence et de pouvoir. Tout au long de l'épisode, Rick a traité Morty exactement comme le Rick maléfique l'avait fait. Comme camouflage humain, comme outil, comme protection jetable, Rick qualifie ouvertement Morty de parfaite armure humaine, impénétrable parce qu'il est aussi bête que je suis intelligent. Mais si Evil Morty pouvait contrôler complètement Evil Rick, le transformant en un Rick contrôlé, qu'est-ce que cela révèle sur la relation de Rick avec son propre Morty? La personne prétendument inférieure menait en fait la danse, et le génie ne l'a jamais su. Rick Maléfique contrôlant Rick représente le pire cauchemar possible pour Rick. Voici une version de lui-même qui pensait faire ses propres choix, qui croyait que sa cruauté et son intelligence le rendaient supérieur, mais qui ne faisait en réalité qu'obéir aux ordres depuis le début. Le Rick maléfique n'était même pas vraiment maléfique par choix. Il a été programmé pour être mauvais par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. La tragédie de Rick le maléfique, contrôlé par Rick, est qu'il croyait être le cerveau. Il pensait que sa cruauté venait de sa propre force et de ses décisions. Découvrir qu'il n'était qu'une marionnette télécommandée rend tout ce qu'il a fait insignifiant. Il ne faisait jamais vraiment de choix. Cette découverte force Rick à remettre en question tout ce qui concerne l'autonomie et le contrôle. Rick maléfique ressemblait exactement à n'importe quel autre Rick. Brillant, cruel, indépendant. Mais au fond, il n'était qu'un matériel opéré par le logiciel de quelqu'un d'autre. Le Rick contrôlé montre que même la version la plus maléfique et la plus sûre d'elle-même de Rick peut être manipulée sans qu'il le sache. Rick le maléfique, contrôlé par Rick, révèle aussi à quel point l'intelligence de Rick peut être vulnérable. Tout ce génie, toutes ces connaissances scientifiques, toute cette prétendue supériorité, et il est quand même devenu l'instrument de quelqu'un d'autre. Les fils dans son cerveau montrent que même la caractéristique la plus déterminante de Rick, son intellect, peut être détournée et redirigée. Après cette expérience, Rick ne pourra jamais retrouver ses anciennes certitudes. Il est toujours brillant, toujours dangereux, toujours la personne la plus intelligente dans la plupart des pièces. Mais il sait désormais que l'intelligence seule pourrait ne pas suffire. Le Rick contrôlé prouve que même le génie a des angles morts. Même la personne la plus intelligente peut devenir la marionnette de quelqu'un d'autre. Rick le maléfique est un avertissement sur ce qui arrive quand on cesse de prêter attention à qui est vraiment aux commandes. Il pensait être celui qui menait la danse, élaborait les plans, décidait qui vivait et qui mourait. En réalité, il ne faisait qu'exécuter le programme de quelqu'un d'autre. Cette version de Rick force notre Rick à devenir plus paranoïaque, plus conscient que son autonomie pourrait être menacée.
Le Rick contrôlé montre que la manipulation peut être si complète que la victime ne soupçonne jamais rien. Même quand le Rick maléfique torturait des Morty et tuait d'autres Ricks, il croyait sincèrement que c'était ses propres choix. Le Rick maléfique marque la fin de l'hypothèse confortable de Rick, selon laquelle son intelligence le rendait immunisé contre la manipulation. Voici la preuve que même la version la plus impitoyable et la plus maléfique de Rick peut être transformée en l'arme télécommandée de quelqu'un d'autre. Mais affronter cette possibilité rend aussi Rick plus déterminé à maintenir son autonomie. Voir ce qui est arrivé à Evil Rick, comment son autonomie lui a été complètement retirée sans même qu'il le sache, rend Rick plus vigilant quant à la protection de son propre libre arbitre. Le Rick contrôlé représente tout ce que Rick craint le plus, se perdre en pensant qu'il a toujours le contrôle. Après avoir vu ses fils dans le cerveau de Rick maléfique, Rick ne pourra plus jamais considérer que ses choix lui appartiennent entièrement. Après avoir réalisé qu'il n'était peut-être pas maître de son propre esprit, Rick entre dans un monde entièrement construit par lui-même, et n'y trouve pourtant que corruption, échec et mensonge. Si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Rick se croyait la personne la plus intelligente de l'univers, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il n'était qu'un parmi des milliers. Le conseil de Rick a brisé son illusion d'être unique, mais il a aussi révélé quelque chose de plus sombre. Que se passe-t-il lorsque des versions infinies du même génie tentent de travailler ensemble? La saison 3, épisode 7, The Ricklantis Mix-Up, nous plonge au cœur de la citadelle des Ricks, nous montrant une société entièrement construite par et pour les Ricks. Mais cet épisode révèle que même en éliminant toutes les autres variables, les Ricks créent toujours les mêmes problèmes dont ils se plaignent partout ailleurs. Corruption, inégalité, violence et trahison. Le Conseil des Ricks représente tous les types de Rick imaginables. Il y a Rick Quantique, Rickimus de Maximum, et des dizaines d'autres, chacun convaincu de sa propre supériorité, tout en participant à un système qui prouve qu'ils sont tous fondamentalement les mêmes. Ces Ricks ont formé leur gouvernement parce qu'ils avaient peur d'autres gouvernements, mais ils ont fini par créer quelque chose d'encore pire. Ce qui rend cet épisode brillant, c'est la façon dont il montre que le Conseil des Ricks fonctionne exactement comme tous les systèmes politiques corrompus que Rick prétend détester. Ils ont des élections qui ne veulent rien dire, des policiers qui acceptent des pots de vin, des usines qui exploitent les travailleurs et des conseils occultes qui prennent les vraies décisions. Les Ricks, censés être trop intelligents pour la société ordinaire, ont fini par recréer tous les pires aspects de la société. Les différents Ricks du conseil remplissent différentes fonctions. Mais ils partagent tous le même défaut fondamental. Ils croient qu'être Rick les rend spéciaux tout en prouvant qu'ils sont complètement ordinaires. Quantum Rick pense que ses connaissances scientifiques le rendent apte à gouverner. Rickimus de Maximum pense que son expérience lui confère de la sagesse. Mais ce ne sont toutes que des variations sur le même thème d'arrogance intellectuelle combinées à une immaturité émotionnelle. Rick Jai 22 dans l'usine à gaufrettes nous montre ce qui arrive aux Ricks qui définissent le système. Il travaille pendant 15 ans à estamper des biscuits, regardant d'autres Ricks être promus à sa place jusqu'à ce qu'il craque et tue son superviseur. L'usine produit de simples gaufrettes Rick en gardant un Rick piégé dans une boucle de bonheur, se nourrissant de sa joie pour aromatiser les biscuits. Cela représente la façon dont le conseil des Ricks consomme littéralement le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir leur système. Quand Rick J22 prend simple Rick en otage et exige un pistolet portail pour s'échapper, il pense enfin reprendre le contrôle de sa vie. Rick D. Sanchez III se montre, feignant la sympathie, lui disant qu'il est plus Rick que les autres, lui offrant la liberté et une nouvelle vie. Mais tout ça est un coup monté. Il tire sur Rick J22 et le branche à la même machine qui torturait simple Rick, utilisant son moment d'espoir et de rébellion pour aromatiser leur nouvelle gamme de gaufrettes de la liberté. Cette intrigue révèle le fonctionnement du Conseil. Il ne se contente pas de réprimer la rébellion, il la commercialise. Il transforme la résistance en un produit. La colère sincère de Rick J22 d'être exploité devient juste une autre saveur de gaufrette à consommer pour les autres Ricks. Pendant ce temps, Flick Rick et Flick Morty nous montrent comment fonctionne l'application de la loi du Conseil. Cop Morty est devenu l'incarnation de la corruption policière. Il accepte des pots de vin, utilise une force excessive et insulte les autres Mortys. Mais voici le rebondissement. Cop Morty est celui qui a toutes les relations et les connaissances, tandis que Cop Rick est le nouveau venu naïf qui croit encore qu'il faut faire ce qui est juste. Lorsqu'ils prennent d'assaut les Mortytown Locos, Cop Rick tente de faire preuve de compassion envers un Morty en pleurs, mais se fait poignarder. Morty Flick le console en lui disant que c'est normal de faire confiance aux Morty, juste au bon. Alors Morty le flic fait exploser le bâtiment avec les suspects à l'intérieur et ment sur ce qui s'est passé. Quand le flic Rick essaie d'arrêter Big Morty pour corruption, le flic Morty tue Big Morty et tente de tuer le flic Rick, forçant Rick à abattre son propre partenaire. Cette intrigue montre comment le système du conseil corrompt tous ceux qui y participent. Même les Morty deviennent des oppresseurs de Rick. Cop Morty a tellement intériorisé la suprématie de Rick qu'il commet des violences contre d'autres Morty pour maintenir le système.
L'intrigue électorale révèle le théâtre politique du Conseil. Le candidat Morty se présente à la présidence contre divers candidats Rick, chacun représentant un stéréotype politique différent. Lorsque le candidat Morty commence à gagner du soutien en parlant de vrais problèmes, le directeur de campagne Morty devient nerveux et lui suggère d'abandonner. Mais le succès du candidat Morty mène à une tentative d'assassinat par son propre directeur de campagne, qui a reçu des dossiers secrets montrant que le candidat Morty est en fait Evil Morty. L'assassinat échoue, Evil Morty gagne l'élection et exécute immédiatement tous les Ricks du Conseil de l'Ombre qui pensaient être vraiment aux commandes. L'ascension au pouvoir d'Evil Morty représente la corruption ultime du système du Conseil. Il a utilisé leur propre processus démocratique pour prendre le contrôle, puis a éliminé tous ceux qui auraient pu s'opposer à lui. Les corps flottants à la fin de l'épisode, le directeur de campagne Morty, l'enquêteur Rick, tous les membres du Conseil de l'Ombre montrent que même au sein d'une société de prétendus génies, la manipulation et la violence déterminent qui détient réellement le pouvoir. La saison 3, épisode 4, Vindicators 3, le retour de World Ender, nous montre une facette différente de la relation de Rick avec ses collaborateurs potentiels. Les Vindicators sont censés être des héros, mais Rick les considère comme des imposteurs prétentieux qui se prennent trop au sérieux. Quand Rick, ivre, crée des jeux mortels élaborés pour eux, il teste en fait s'ils sont à la hauteur de leur propre réputation. Les Vindicators échouent à chaque défi parce qu'ils manquent de lien authentique avec leurs prétendues valeurs. Supernova parle de justice tout en assassinant ses propres coéquipiers. L'équipe se désagrège à cause de drames personnels et de conflits d'ego. Ils sont tout aussi méquins et égoïstes que n'importe qui d'autre, mais ils le cachent derrière des costumes de super-héros et de nobles discours. Les deux épisodes montrent que le problème de Rick avec les groupes va au-delà du simple comportement antisocial. Qu'il s'agisse d'autres Ricks ou de prétendus héros, chaque collectif que Rick rencontre révèle le même schéma. Des idéaux élevés corrompus par l'ambition personnelle, des structures de pouvoir qui profitent à ceux déjà en place, et la violence justifiée par des prétentions de bien commun. Le Conseil des Ricks représente l'échec ultime de la vision du monde de Rick. Si même des versions infinies de la personne la plus intelligente de l'univers ne peuvent pas créer une société fonctionnelle, quel espoir reste-t-il à quiconque? Mais c'est peut-être exactement ce que Rick veut dire. Toutes les sociétés sont vouées à la corruption parce qu'elles sont composées d'humains, et les humains sont fondamentalement égoïstes et stupides, même quand il s'agit de Rick Sanchez. Après avoir vu que même les Ricks construisent des systèmes corrompus, Rick affronte quelque chose de pire. Un ami devenu ennemi qui sait comment le briser. Rick pensait que son pire ennemi serait un empereur extraterrestre ou un dieu cosmique. Il s'avère que son cauchemar a des plumes et était autrefois son meilleur ami. La saison 4, épisode 10, Rick Turn of the Jerry, plonge Rick dans le pire combat de sa vie. La guerre de Spacebet contre les insectes les mène tous à ce gigantesque vaisseau tueur de planètes. Rick pense qu'il va sauver tout le monde et devenir le héros. Au lieu de cela, il entre dans une pièce et voit la seule chose qui puisse réellement le briser. Phoenix Person se tient là, attendant. C'était l'homme-oiseau, le plus vieil ami de Rick, celui qui le comprenait mieux que personne. Mais la Fédération Galactique a déterré son cadavre, l'a reconstruit avec des pièces robotiques et l'a transformé en leur machine personnelle à tuer les Ricks. Rick essaie de ne pas s'en faire. « Salut, tu te souviens de moi? J'ai tué Tammy pour toi. » Mais Phoenix Person est de plus en plus en colère. Il s'avère que la Fédération a tellement trafiqué son cerveau qu'il aimait réellement Tammy. Rick a tué la femme que Phoenix Person pensait devoir épouser. Excellent travail, Rick. Ce combat, c'est Rick qui se fait botter le cul par son propre passé. Phoenix Person sait exactement comment Rick se bat parce qu'ils avaient l'habitude de se battre ensemble. Il connaît les ruses de Rick, ses armes, ses points faibles. La Fédération a pris tout ce qu'il y avait de bon dans leur amitié et l'a transformé en le moyen parfait de blesser Rick. Et Phoenix Person est fort, genre vraiment fort. Il jette Rick à travers les murs, le bombarde de laser, le tabasse pendant que Rick essaie de faire des blagues ou de s'en sortir par la parole. Rien ne marche. Pour une fois, Rick affronte quelqu'un qui le connaît parfaitement et utilise cette connaissance pour le détruire. Le plus tordu, c'est ce que représente ce combat. Rick repousse toujours les gens parce qu'il pense qu'ils finiront par le trahir. Eh bien, voici sa preuve. Son meilleur ami est littéralement revenu d'entre les morts pour le tuer. La pire crainte de Rick concernant les relations vient de se réaliser de la manière la plus littérale possible. Phoenix Person continue de tabasser Rick tout en lui jetant leur passé à la figure. Chaque aventure qu'ils ont vécue ensemble, chaque fois que Rick s'est enfui quand les choses devenaient difficiles, chaque fois que Rick a choisi la solitude plutôt que d'être un bon ami. Phoenix Person se souvient de tout, et il est furieux de tout cela. Rick se met à saigner de partout. Ses entrailles robotiques se répandent tandis que Phoenix Person piétine ses organes. Rick est en train de mourir ici et il le sait. Le gars qui a toujours un plan, toujours une échappatoire, trouve toujours un moyen de gagner. Il est sur le point d'être assassiné par son meilleur ami. C'est le pire cauchemar de Rick qui se déroule en temps réel.
La personne qui le connaissait le mieux, qui voyait à travers ses mensonges et tenait quand même à lui, est devenue ce qui va le tuer. Toute la paranoïa de Rick concernant l'amitié vient d'être confirmée de la pire des manières. La seule raison pour laquelle Rick survit est que Jerry le sauve. Jerry, le type dont Rick se moque constamment, doit sauver Rick de son propre ami. Jerry utilise le cadavre de Tammy comme une marionnette pour distraire Phoenix Person assez longtemps pour que Spacebeth le désactive. Mais même après leur victoire, même après que Rick ramène Phoenix Person chez lui dans l'espoir de le réparer, son ami tente immédiatement de le tuer à nouveau. Rick doit le débrancher et reste assis dans son garage, fixant les morceaux brisés de quelqu'un à qui il tenait autrefois. Phoenix Person montre à Rick ce qui arrive quand on passe sa vie à s'attendre à ce que les gens nous fassent du mal. Ils finissent par le faire, mais c'est peut-être parce que vous les avez tellement repoussés que lorsqu'ils sont revenus en force. Le Rick de la personne Phoenix est Rick à son point le plus brisé. Il affronte un ennemi qui était autrefois son ami, se faisant battre par quelqu'un qui connaît tous ses secrets. Ce Rick doit faire face au fait que sa plus grande peur concernant les relations, qu'elles se terminent toujours par une trahison, vient de devenir littéralement réalité. Cette version de Rick prouve que parfois, ce qui vous détruit porte un visage familier. Parfois, votre pire ennemi est une personne qui vous aimait, et parfois la personne qui vous connaît le mieux est celle qui peut vous blesser le plus. Phoenix Person est ce qui arrive quand les dégâts émotionnels de Rick sont transformés en une arme réelle et retournés contre lui. Et le plus effrayant, c'est que Rick l'a probablement mérité. Après avoir été déchiré par un ami qui le connaissait le mieux, Rick fait face à un autre genre de défaite, une où il perd face à l'amour, la famille et un selfie. Blessé par son meilleur ami, Rick doit faire face à un combat plus difficile, perdant face à sa propre fierté et à la famille qu'il ne peut contrôler. Rick se croyait supérieur à tout le monde, surtout aux politiciens. Puis il a rencontré la seule personne plus têtue que lui, le président des États-Unis. Ce qui avait commencé comme une simple chasse aux monstres s'est transformé en une bataille qui allait changer Rick à jamais. La saison 3, épisode 10, The Rick Churian Morty Date, commence avec Rick et Morty appelés à s'occuper d'une créature extraterrestre dans les tunnels de la Maison Blanche. Ils arrivent, démolissent le truc en 2 secondes, puis s'ennuient et rentrent chez eux jouer à Minecraft. Un classique de Rick, faire le travail vite, puis ignorer tout le reste. Mais le président le prend personnellement. Il les observait par satellite et il voit Rick et Morty se la couler douce à la maison au lieu de prendre leur travail pour le gouvernement au sérieux. Quand il les interpelle, Rick lui dit en gros d'aller se faire voir. Le président les traite comme des employés, mais Rick estime qu'il fait une faveur au président rien qu'en se présentant. Ce combat révèle quelque chose de crucial sur le personnage de Rick. Il croit sincèrement qu'il est trop important pour être tenu responsable par qui que ce soit. Lorsque le président mentionne que Rick et Morty enfreignent environ 1000 lois fédérales par jour, Rick trouve ça plutôt cool. Il suppose que le gouvernement tolère cela parce qu'il sait que Rick est trop puissant pour être arrêté. Le président Rick émerge durant ce conflit, la version de Rick qui entre en lutte de pouvoir avec la personne la plus puissante sur Terre. Ce Rick représente l'ego de Rick à son apogée absolu. Il se croit intouchable, qu'il peut insulter les dirigeants du monde et n'en subir aucune conséquence. Mais les choses dégénèrent d'une manière inattendue pour Rick. Lorsque Rick et Morty arrivent au Brésil pour enquêter sur une minuscule civilisation, le président amène sa propre équipe pour revendiquer sa juridiction. Rick proteste, alors le président les fait arrêter avec des menottes spéciales faites de Sanchesium, un faux élément créé par le gouvernement juste pour embêter Rick. Le fait qu'ils aient nommé un faux élément d'après Rick montre à quel point il les a exaspérés. Mais cela montre aussi que l'influence de Rick a des limites. Il peut enfreindre de nombreuses lois, mais il peut toujours être arrêté quand quelqu'un veut vraiment l'arrêter. Rick s'en sort assez facilement parce que, il a inventé le Sanchesium et l'a publié sur Wikipédia. Mais le président continue d'intensifier. Lorsque Rick résout le problème de la civilisation minuscule et négocie même la paix entre Israël et la Palestine, juste pour se vanter, le président déclare personnellement la guerre à Rick. Cela mène à un combat absolument brutal à travers la Maison Blanche. Rick tue des agents des services secrets avec une sorte de technologie de mort instantanée. Le président déploie des robots militaires, des enfants soldats, des troupes invisibles et même un laser satellite. Ils détruisent d'énormes pans de la Maison Blanche, tout en se battant à mort. Le combat devient très personnel très vite. Rick menace de rendre visite à la mère du président. Le président qualifie Rick de terroriste. Ils agissent tous les deux comme des enfants, mais des enfants ayant accès à des armes de destruction massive. Pendant tout ce chaos, Rick insiste sur le fait que Morty mérite un selfie avec le président. Cela semble étrange de se concentrer sur ça pendant un combat à mort, mais cela représente quelque chose de plus profond. Rick se bat pour la dignité de Morty, pour que son petit-fils soit traité avec respect. La vérité controversée que cet épisode révèle est que Rick se soucie plus des sentiments de Morty que de son propre ego. Il aurait pu simplement partir, emmener sa famille dans une autre dimension où rien de tout cela ne serait arrivé. Au lieu de cela, il choisit de se battre avec le président des États-Unis pour un selfie.
Quand Rick gagne enfin le combat et force le président à accepter le selfie, Morty a disparu. Il appelle Rick pour lui dire qu'il a volé le pistolet à portail. La famille se cache de Rick. Et honnêtement, il pourrait prendre ou laisser le selfie à ce stade. Rick a passé tout ce temps et cette énergie à se battre pour quelque chose que Morty n'a jamais vraiment voulu. Ce moment brise Rick d'une manière que la violence physique n'aurait jamais pu. Il réalise qu'il projetait son propre besoin de respect sur Morty. Tout le combat tournait autour de l'ego de Rick, pas du bonheur de Morty. Rick a supposé que Morty cherchait la validation de personnes puissantes parce que Rick lui-même la recherche. Pendant ce temps, Beth et Jerry se remettent ensemble après que la paranoïa de Beth concernant son clone la pousse vers Jerry pour trouver du réconfort. La famille se choisit mutuellement plutôt que Rick et ils se cachent de lui car ils pensent qu'il pourrait tuer Beth si elle est un clone. La propre famille de Rick a peur de lui. Rick ravale sa fierté et demande au président de l'aider à retrouver sa famille. Il promet de laisser le président tranquille pour toujours s'il peut juste récupérer sa famille. Cela représente un changement majeur pour Rick. Il admet qu'il a besoin d'aide et il est prêt à renoncer à ses jeux de pouvoir pour ses relations. Quand Rick retrouve sa famille, il arrive avec l'intention de tuer Jerry parce qu'il pense que Jerry est le problème. Mais Beth défend Jerry et Rick réalise qu'il a perdu. Jerry a gagné simplement en étant là, en étant cohérent, en aimant Beth inconditionnellement pendant que Rick jouait à des jeux psychologiques compliqués. Rick fait le choix le plus difficile de sa vie. Il réintègre Jerry dans la famille. Il abandonne sa position de force dominante au sein du foyer et accepte d'être un membre de la famille comme les autres. C'est la version de Rick de la croissance d'un personnage, et c'est douloureux à regarder. L'épisode se termine avec Rick se déguisant en Rick pêcheur à la mouche pour faire la paix avec le président. Il prétend être un autre Rick qui voyage entre les dimensions, offrant son aide face aux menaces futures. Rick et le président peuvent tous deux sauver la face tout en mettant fin à leur conflit. Le président Rick représente Rick à la croisée des chemins. Il peut continuer à se battre contre tous ceux qui défient son autorité, ou il peut choisir sa famille plutôt que son ego. Le combat avec le président fait réaliser à Rick que son pouvoir ne signifie rien s'il perd les personnes qui lui sont réellement chères. Cette version de Rick découvre que parfois, gagner signifie admettre que l'on s'est trompé. Parfois, être la personne la plus intelligente de l'univers signifie savoir quand cesser d'être intelligent et commencer à être humain. Rick retrouve sa famille, mais seulement en acceptant qu'il ne peut plus la contrôler. La vraie victoire ici vient de Rick qui a choisi l'amour plutôt que le pouvoir, la famille plutôt que le statut et l'humilité plutôt que la domination. C'est un combat plus difficile que n'importe quelle bataille avec le président. Et Rick a failli y passer. Rick choisit sa famille plutôt que de combattre le président, mais après avoir tué Rick Alpha, il se sent vide et perdu, ne sachant plus quoi faire. Alors tu as finalement tué Rick Prime, le type qui a assassiné ta famille. Et maintenant ? C'est là que Rick C-37 se retrouve après avoir battu Rick Prime à mort à main nue. La victoire n'a aucune saveur. Vide, creux, toutes ces années à chasser Rick Prime, toute cette rage, tout ce but, disparu en un instant. Et rien ne comble ce vide. La fin d'un Mortriken nous montre quelque chose que nous voyons rarement de la part de Rick, un engourdissement émotionnel complet. Evil Morty le souligne même, demande à Rick ce qu'il ressent, s'attendant à une certaine satisfaction. Mais Rick reste là, couvert du sang de Rick Prime, l'air d'un homme qui vient de réaliser qu'il a passé toute sa vie à courir après quelque chose qui ne le réparerait jamais vraiment. Le regard dans le vide reflète ce que Morty a vécu en saison 1, sauf que Rick a des décennies de bagages en plus et beaucoup moins de mécanismes d'adaptation sains. Puis Rick Fending Your Mort s'ouvre avec Rick ivre-mort, allongé sur le sol du garage. C'est le summum de la dépression post-vengeance. L'homme n'a littéralement plus aucune raison de vivre. Toute son identité était construite autour de la chasse à Rick Prime. Et maintenant que Rick Prime est mort, qui est-il? Morty essaie de le réconforter avec ses cartes d'aventure. Et la réponse de Rick est révélatrice. Il pète un câble. Ce type qui vivait pour le chaos et l'aventure veut soudainement tout vérifier. Faire appel à des entités cosmiques. Prouver à Morty qu'il a tort sur des détails techniques. Pourquoi? Parce que la structure et les règles sont rassurantes quand votre monde entier vient de s'effondrer. Voici la vérité controversée que personne ne veut admettre. Rick était probablement plus heureux quand il chassait Rick Prime. Au moins, il avait un but à l'époque. Au moins, sa douleur avait un sens. La vengeance donnait à sa souffrance une direction, un but, une raison de continuer à exister. Enlevez ça, et que reste-t-il? Juste un vieil homme brisé qui a détruit d'innombrables vies et relations dans sa quête pour tuer Rick Prime. Quelque chose qui, au final, n'a servi à rien. L'audit de l'observateur devient cette étrange métaphore de l'état mental de Rick. Il est obsédé par les détails, essayant de contrôler chaque récit, tentant désespérément de prouver que ses aventures avec Morty ont un sens. Mais regardez comment il réagit aux extraits. Il est sur la défensive, en colère, essayant constamment de justifier leurs erreurs. L'homme est en pleine crise identitaire en temps réel.
Ce qui rend la situation encore plus brutale, c'est la façon dont Rick gère tout cela. Lorsque l'observateur commence à diffuser des extraits embarrassants de la famille, Rick veut juste que ça s'arrête. Le gars qui se nourrissait du chaos et de l'humiliation veut soudainement la paix et la tranquillité. C'est la base de la réponse traumatique. Quand on a traversé quelque chose d'aussi dévastateur que la mort de Rick Prime, même un stress normal devient insupportable. Le moment le plus révélateur est quand Rick admet à Morty qu'il apprécie ce que Morty essayait de faire avec les cartes perforées. Pour que Rick reconnaisse l'intelligence émotionnelle de Morty et le remercie vraiment. C'est le développement d'un personnage né du plus bas. Quand on perd tout ce qui nous définissait, y compris la quête d'une vie pour tuer Rick Prime, on commence à remarquer les gens qui sont restés malgré tout. Mais c'est là que ça devient intéressant. Rick opte toujours par défaut pour le contrôle et la manipulation. Il trompe les observateurs en faisant semblant de montrer une séquence défensive, puis retourne leur propre technologie contre eux. Même dans son état lamentable, l'instinct de Rick est d'être la personne la plus intelligente de la pièce. La différence, c'est que maintenant, cela semble désespéré plutôt que confiant. Il ne fait pas étalage de son intelligence. Il s'y accroche comme à la seule part de son identité qui fonctionne encore après la mort de Rick Prime. L'épisode se termine avec Rick et Morty acceptant de repartir à l'aventure. Mais faites attention à la façon dont Rick le dit. Il n'y a pas d'enthousiasme, pas d'énergie frénétique, juste de la résignation, comme un homme qui fait les choses machinalement parce qu'il n'a littéralement rien d'autre à faire. Les cartes d'aventure représentent la structure, la routine, quelque chose pour combler les heures vides où il était autrefois obsédé par la chasse à Rick Prime. Cette version de Rick est dangereuse d'une manière complètement différente d'avant. Rick Prime était dangereux parce qu'il était nihiliste et détaché. Rick C-37, avant sa vengeance, était dangereux car il était animé par la rage et le chagrin envers Rick Prime. Mais le Rick post-Rick Alpha est dangereux parce qu'il n'a plus rien à perdre et aucune raison claire de continuer à exister. C'est le genre de personne qui prend des décisions catastrophiquement mauvaises, juste pour ressentir quelque chose. Le plus effrayant est de voir comment ce vide pourrait pousser Rick vers un comportement encore pire. Quand on n'a pas de centre moral et pas de but après avoir tué Rick Prime, qu'est-ce qui nous empêche de devenir Rick Prime soi-même? Evil Morty avait prévenu. Que se passe-t-il après que Rick tue Rick Prime? Peut-être qu'il se suicidera ensuite. Ou peut-être devient-il la chose même qu'il a passé sa vie à chasser. Les conséquences du meurtre de Rick Prime par Rick C-137 nous révèlent le mensonge que nous nous racontons sur la justice et la conclusion. Nous pensons que si nous prenons notre revanche, si nous faisons payer Rick Prime, tout ira bien. Mais la vengeance ne vous répare jamais. Ça vous laisse vide, vous demandant ce que vous êtes censé faire du reste de votre vie quand votre seule raison de vivre vient de mourir avec Rick Prime. Après que Rick ait perdu tout but avec la disparition de Rick Prime, il lutte pour conserver son véritable moi alors que son esprit commence à s'échapper. Rick Sanchez aime le contrôle. Il contrôle les dimensions, il contrôle les gens, et surtout, il se contrôle lui-même. Mais que se passe-t-il quand Rick perd le contrôle de qui il est? Tiny Rick nous montre la terrifiante réponse. Quand Summer supplie Rick de l'aider avec un problème de vampire à l'école, Rick refuse d'abord. L'idée de retourner au lycée le dégoûte, mais quelque chose lui fait changer d'avis. Rick décide de transférer sa conscience dans un clone adolescent de lui-même, créant ainsi Tiny Rick. Au premier abord, cela semble être la solution parfaite. Toute l'intelligence de Rick dans un corps jeune et énergique. La transformation est rapide. Tiny Rick tue l'entraîneur vampire avec aisance, prouvant sa compétence. Mais c'est là que le vrai problème commence. Au lieu de retourner immédiatement dans son ancien corps, Tiny Rick se laisse séduire par la vie d'adolescent. Il va à des fêtes, joue de la guitare et devient incroyablement populaire. Toute l'école l'adore, et pour la première fois depuis des décennies, Rick découvre ce que c'est d'être sincèrement apprécié sans crainte. C'est là que ça devient inquiétant. Tiny Rick commence à oublier qui il est vraiment. Le cerveau adolescent commence à prendre le dessus sur la conscience adulte de Rick, enfouissant ses pensées et souvenirs profonds. Summer le remarque pour la première fois en voyant les œuvres de Tiny Rick. Des messages désespérés comme « Aidez-moi Morty et Summer » cachés dans ce qui semble être une angoisse adolescente normale. Quand Tiny Rick chante des chansons lors de fêtes, les paroles sont de véritables appels à l'aide. « Laissez-moi sortir, ce que vous voyez n'est pas la même personne que moi. Ma vie est un mensonge, je ne suis pas celle que vous regardez. » L'épisode révèle quelque chose de profond sur l'identité. Le cynisme de Rick, sa conscience de la mort, sa perspective cosmique, ces choses qui le rendent malheureux, font aussi de lui ce qu'il est. Le cerveau adolescent veut supprimer ses pensées sombres, créant un mur autour d'elle. Mais sans son côté sombre, Rick devient creux. Tiny Rick est populaire et heureux, mais il perd tout ce qui fait de Rick lui-même. Summer réalise le danger tandis que Morty est distrait par son nouveau statut social. Jessica lui parle enfin en raison de la popularité de Tiny Rick. Cela crée un conflit fascinant. Summer veut sauver Rick, tandis que Morty veut préserver son propre bonheur.
L'épisode montre à quel point les gens peuvent être égoïstes lorsque leurs intérêts entrent en conflit avec ce qui est juste. La crise atteint son paroxysme lorsque Tiny Rick est renvoyé après que Summer a placé des preuves dans son casier. Mais au lieu de réintégrer son ancien corps, Tiny Rick devient violent. Il tente de détruire définitivement le corps original de Rick, commettant en quelque sorte un meurtre-suicide. Cette scène est véritablement effrayante car nous voyons Rick complètement perdu. Quand Rick retrouve enfin son corps d'origine, il a changé. Il se rend immédiatement à son sous-sol et détruit tous ses autres corps clonés de l'opération Phoenix. C'est significatif. Rick abandonne son plan de secours pour l'immortalité. Il accepte que son corps et sa vie actuelle sont ce qu'il a, et qu'essayer d'échapper au vieillissement ou à la mort ne mène qu'à se perdre. L'épisode fonctionne parce qu'il pose une question simple. Préférez-vous être heureux ou être vous-même? La plupart des gens choisiraient le bonheur, mais Rick choisit l'authenticité. Il préférerait être malheureux et vrai que heureux et faux. Cela rend Rick à la fois admirable et tragique. Tiny Rick révèle aussi la peur la plus profonde de Rick, perdre son identité. Rick peut supporter la mort physique, mais l'idée de devenir quelqu'un d'autre le terrifie. L'épisode suggère que nos défauts et nos souffrances ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des parties essentielles de ce que nous sommes. Sans son cynisme et sa dépression, Rick n'est qu'un adolescent comme les autres. L'intrigue secondaire des vampires est un parfait parallèle. Les vampires sont des créatures qui ont perdu leur humanité en échange de pouvoir et d'immortalité. Tiny Rick est confronté à un choix similaire. Garder les avantages de la jeunesse, mais perdre son essence. La différence est que Rick choisit de rester humain, non avec ses défauts et ses qualités. Cet épisode transforme notre perception du personnage de Rick. Sa dépression et son nihilisme ne sont pas de simples traits de caractère. Ils sont au cœur de son identité et il se battra pour les préserver. Tiny Rick prouve que même Rick Sanchez a des limites qu'il ne franchira pas, et se perdre est la limite qu'il se fixe. Rick, en se perdant en tant que mini-Rick, est directement confronté à ses plus grandes peurs et apprend à vraiment aimer. Rick Sanchez a toujours fui. Fuir la douleur, les responsabilités, les relations authentiques. Mais après 7 saisons de chaos et de destruction, quelque chose de fondamental change dans Fear No More. Cet épisode nous montre un Rick qui a enfin cessé de fuir et a appris à être présent pour les personnes qui comptent le plus. Le trou de la peur représente l'épreuve ultime du caractère. Lorsque Rick et Morty découvrent cette fosse mystérieuse qui force les gens à affronter leurs peurs les plus profondes, la réaction initiale de Rick est typique. Il s'en va. Il refuse de s'engager dans tout ce qui pourrait ébranler ses murs émotionnels soigneusement construits. Mais quand Morty y saute quand même, Rick le suit sans hésitation. Cette simple action révèle tout sur la façon dont Rick a changé. Dans le trou de la peur, Morty vit une version cauchemardesque de la réalité, où Rick retrouve Diane, mais dépérit lentement au cours du processus. Ce qui rend cette séquence dévastatrice, c'est de voir Morty réaliser que sa plus grande peur implique que le bonheur de Rick pourrait signifier son propre abandon. Le faux Rick, dans le trou de la peur, exploite cette insécurité, faisant croire à Morty que Rick choisirait Diane plutôt que lui à chaque fois. Mais la vraie transformation a lieu lorsque Morty s'échappe enfin et fait face au vrai Rick qui l'attend dehors. Quand Morty demande s'il est irremplaçable, Rick donne une réponse qui aurait été impossible de la part de ses versions antérieures. Au lieu de répliquer avec sarcasme ou cruauté, Rick répond « Définissez irremplaçable ». Une manière douce de reconnaître la valeur de Morty sans complètement abandonner sa vision scientifique du monde. Ce moment saisit parfaitement l'évolution de Rick. Il a appris à concilier son honnêteté intellectuelle et son intelligence émotionnelle. Rick aurait pu dire « Oui, tu es irremplaçable pour rassurer Morty », mais cela aurait été un mensonge. Il aurait pu dire que personne n'est irremplaçable pour maintenir sa cohérence nihiliste, mais cela aurait été cruel. Au lieu de cela, il trouve un juste milieu qui valide les sentiments de Morty tout en restant fidèle à sa propre nature. Le symbole le plus puissant de l'épisode apparaît à la toute fin. Après que Morty a partagé son expérience traumatisante dans le trou de la peur, Rick retourne discrètement à la salle de bain et place une photo de Morty sur le tableau d'affichage, le mur réservé aux personnes qui ont vaincu leur peur. Rick reconnaît que Morty a accompli quelque chose d'extraordinaire et il veut honorer cet exploit. Ce geste révèle l'ampleur de la transformation de Rick. Le vieux Rick se serait moqué de l'idée même d'un mur vainqueur de la peur. Il aurait rejeté l'idée entière comme un sentiment dénué de sens. Mais ce Rick comprend que le sens découle des liens que nous tissons et des personnes que nous choisissons de célébrer. En plaçant la photo de Morty sur ce mur, Rick dit en substance « Ça compte parce que tu comptes ». Ce qui rend l'évolution de Rick si captivante, c'est qu'il conserve son caractère essentiel, tout en modifiant fondamentalement ses priorités. Il fait toujours des blagues grossières et maintient sa perspective scientifique. Il voit toujours à travers les illusions et refuse d'être manipulé par de faux espoirs. Mais maintenant, ses traits servent un autre objectif. Ils protègent et soutiennent les personnes qu'il aime au lieu de l'en isoler.
L'épisode du trou de la peur montre aussi comment Rick a appris à reconnaître quand quelqu'un a besoin d'aide et quand il a besoin d'espace. Tout au long de l'épreuve de Morty, Rick attend patiemment à l'extérieur, confiant que Morty peut relever le défi tout en restant prêt à l'aider si nécessaire. Cela représente un changement radical par rapport au Rick qui entraînait Morty dans des situations dangereuses sans considérer les conséquences psychologiques. La relation de Rick avec la peur elle-même a également évolué. Les premières saisons nous ont montré un Rick qui semblait intrépide parce qu'il s'était anesthésié à presque tout. Mais ce Rick reconnaît la peur comme une émotion naturelle et parfois précieuse. Quand Morty le supplie de ne pas entrer lui-même dans le trou de la peur, Rick l'écoute. Il reconnaît que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout si le coût pourrait être de perdre les progrès qu'il a réalisés. L'épisode suggère que la plus grande réussite de Rick n'a rien à voir avec la science ou les voyages interdimensionnels. Sa véritable réussite est d'apprendre à être présent dans la vie de quelqu'un sans l'envahir. Il a découvert le délicat équilibre entre s'impliquer suffisamment pour rester concerné et respecter les limites pour laisser les autres grandir. Cette version de Rick représente quelque chose de révolutionnaire dans la mythologie de la série. Pour la première fois, nous voyons un Rick qui a suffisamment géré son traumatisme pour être une force positive dans la vie de sa famille. Il a cessé d'utiliser son intelligence comme une arme pour l'employer comme un outil de compréhension et de connexion. La photo sur le tableau d'affichage devient une promesse. Rick choisit de rester impliqué dans le travail désordonné et complexe d'être le grand-père de quelqu'un. Il est revenu de son long voyage à travers le deuil et la vengeance avec quelque chose de plus précieux que n'importe quelle découverte scientifique. La sagesse de reconnaître ce qui compte vraiment et le courage de le protéger. Avant de terminer cette vidéo, assurez-vous d'être abonné et je vous retrouve dans la prochaine.